Quand je pense à Paris, j'entends le métro. Il est incontournable pour sillonner la ville. Bien plus qu'un simple moyen de transport, il est lui-même un monument. Les 6 premières lignes ont été construites en 1900. Aujourd'hui, 16 lignes parcourent la capitale, soit 214 km de rails, dont 197 en souterrain, pour 300 stations. 4 millions de voyageurs arpentent ces couloirs tous les jours, pour se déplacer, aller travailler, visiter ou découvrir la ville. J'ai choisi la ligne 2 comme parcours de visite. D'un terminus à l'autre, le tracé de la ligne me servira de guide pour découvrir une partie de Paris. Inaugurée en 1900, son parcours semi-circulaire traverse les quartiers nord de la ville. Elle emprunte les anciens boulevards extérieurs sur la quasi-totalité de son tracé. Avec un peu plus de 12 km, la ligne 2 compte 25 arrêts, dont 4 en extérieur, une des particularités de cette ligne. La rame de 5 wagons relie ces 2 terminus en 35 minutes environ. Ma route commence dans le très chic 16e arrondissement, à l'ouest de la capitale. Porte Dauphine, premier arrêt de mon périple. Le bois de Boulogne est proche, la place vaste, verdoyante, aérée. Les avenues sont grandes, arborées, avec de très larges trottoirs de part et d'autre. Le 16e est réputé pour son calme et ses très belles résidences. L'avenue Foch abrite de luxueux appartements. Au sommet des immeubles, on peut apercevoir des terrasses boisées, comme de véritables jardins à 2 pas de la place de l'Étoile. Le métro, quant à lui, semble beaucoup plus fréquenté par les étudiants de l'université Dauphine que par les propres résidents du quartier. Ouverte en 1968, cette université est située aux abords de la place. Mythique de par sa célèbre entrée Hector Guimard datant de la construction du métro, la station Porte Dauphine a toujours été le point de départ du long cheminement de la ligne 2 à travers Paris. La rame entre en gare. Départ dans 2 minutes. Charles de Gaulle, Étoile. Cet arrêt est l'un des plus prisés de la capitale. Les touristes y affluent et sortent des souterrains pour se retrouver sur la fameuse et gigantesque place de l'Étoile, où trône l'Arc de Triomphe. Douze avenues convergent vers ce point. Et 3 arrondissements s'y rejoignent, le 16e, le 8e et le 17e. De jour comme de nuit, l'incessant va-et-vient des visiteurs du monde entier nous rappelle que cette place symbolise entre autres l'indétrônable entrée sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Touristique aussi pour le point de vue qu'elle offre, pour sa situation au cœur de ce très huppé quartier parisien, ainsi que pour ses belles avenues, cet ancien carrefour de chasse, autrefois nommé Place de l'Étoile, abrite également, ne l'oublions pas, la tombe du soldat inconnu. 3 jours après la mort du général de Gaulle, il fut décidé sans réelle unanimité de renommer la place en lui donnant son nom, Charles de Gaulle, ce qui suscita de nombreuses polémiques. L'histoire veut que le général lui-même ne souhaitait pas cet honneur. Pour lui, ancien soldat, elle était avant tout un endroit de recueillement à la mémoire des hommes morts pour la France. Et à ce titre, son nom devait rester anonyme, car elle abritait la tombe du soldat inconnu. La RATP suivit cette décision et opta pour un compromis. Charles de Gaulle, Étoile. Malgré les avenues, les monuments, les commerces et autres entreprises, le quartier est très vert. Il y a bien longtemps, les bois et garennes recouvraient tout le secteur. Au XVIIe siècle, le nôtre, sur la commande de Louis XIV, traça un axe afin de créer une perspective des bois de Boulogne vers la butte de l'Étoile, la future avenue des Champs-Élysées. Par la suite, les grandes avenues seront construites tout en préservant au maximum les arbres, parcs et jardins. Cette place est l'une des plus emblématiques de la capitale.
Architecture majestueuse, charme des jardins, lieu des grandes parades et événements font de ce quartier l'un des plus visités de Paris. Je quitte les flots de touristes, la circulation ininterrompue des voitures, taxis et cars, laissant ainsi derrière moi le 16e arrondissement. De retour dans les souterrains, je suis le labyrinthe des couloirs où plusieurs lignes se croisent. J'ai encore envie de verdure. Je m'arrête à Monceau. Nous sommes entre le 8e et le 17e arrondissement. En sortant de la station, il suffit de tourner la tête pour tomber sur l'enceinte du parc. Celui-ci s'étend sur 1 km de circonférence et plus de 8 hectares. Situé dans un arrondissement privilégié, le parc est entouré d'imposantes grilles en fer forgé rehaussées d'or. Les luxueux immeubles haussmanniens l'encerclent. Dès l'entrée, nous quittons le bruit de la ville pour une véritable pause. Une parenthèse nous permettant d'oublier les moteurs et les pots d'échappement. La touche historique nous apprend que le parc fut d'abord privé. Le duc de Chartres acheta le terrain en 1769, avec le désir d'y créer la folie de Chartres. Il confia cette tâche à Carmontel, un paysagiste qui traduira l'extravagance du propriétaire en imaginant et réunissant dans le parc des édifices de tout style et de toute époque. L'ensemble donne une touche unique, originale et folle au lieu. Des rivières furent aussi creusées, ainsi que la fameuse Nomachie, bassin entouré de colonnes corinthiennes, toujours visibles aujourd'hui. L'État racheta le parc en 1852 et le diminua de moitié. Haussmann fit construire de nouveaux hôtels particuliers tout autour, lui donnant ainsi son visage actuel. Aujourd'hui, familles et nuées d'enfants en ont fait leur paradis, qu'ils partagent volontiers avec les promeneurs et les infatigables joggeurs. En errant dans les allées, je découvre de nombreuses statues de célébrités comme Gounod, Musset, Chopin, Ambroise Thomas ou encore Guy de Maupassant. Les oiseaux s'en donnent à cœur joie et les arbres se laissent admirer pour notre plus grand plaisir. Cet endroit est irréel, hors du temps. Après cette promenade teintée de rêverie, me voici à nouveau dans le métro. Place Clichy. La rame se vide avant de se remplir instantanément. Nous avons quitté les quartiers chics. Les visages et les styles vestimentaires des voyageurs changent au même titre que l'ambiance qui anime le wagon, nous offrant ainsi un nouvel aperçu, une nouvelle facette de l'impressionnant kaléidoscope parisien. Ici, nous sommes au carrefour de 4 arrondissements, le 8e, le 9e, le 17e et le 18e. C'est un croisement très important, une entrée, une sortie, un point clé de la circulation dans Paris. Aucun urbaniste n'ayant travaillé sur cette place, le mélange de styles des façades, très différentes les unes des autres, donne un côté particulièrement hétéroclite à ce lieu. En 2008,
Des travaux améliorent l'accès aux piétons et facilitent la circulation des vélos. Des arbres sont plantés pour apporter son lot de verdure à l'espace. Au centre, trône une œuvre représentant le maréchal Moncey lors de la défense de Paris contre les Russes en 1814. Tout comme la station Porte Dauphine, celle de la place Clichy a conservé son entrée originale conçue par Hector Guimard au tout début du XXe siècle. 2 arrêts plus loin, je descends pour découvrir Pigalle, un autre quartier emblématique de la capitale, situé au pied de la butte Montmartre et du célèbre Sacré-Cœur. Nous sommes entrés dans le 9e et le 18e arrondissement. Quartier populaire et festif, les grands cabarets lui donnent rapidement sa réputation de lieu des plaisirs nocturnes. Pigalle est une légende. Dans son livre Pigalle, publié en 1949, René Fallet écrit « Pigalle ne se visite pas, il n'y a rien à voir. C'est un quartier comme les autres. Quelques façades de bars en plus, les monuments en moins et une réputation du tonnerre. On ne montre pas Pigalle aux touristes, on veut leur montrer l'âme de Pigalle. Et l'âme est invisible. Elle a une odeur. On commence à l'apercevoir après 15 jours d'aube, de nuit et de couchant. » De jour, Pigalle reste un quartier très fréquenté, brassant toutes les populations. On est loin des grands règlements de compte et de la guerre des clans qui opposent les truands continentaux aux Corses. Pigalle est connu pour ses lieux de spectacle qui attirent la foule en soirée. Pigalle reste populaire et continue d'attirer les foules pour ses cabarets, ses bars, ses clubs et ses salles de spectacle. Les touristes n'ont jamais cessé d'y affluer. Mais aujourd'hui, il faut vraiment faire preuve d'imagination pour revoir le Pigalle des années 30, au milieu des comptoirs de restauration rapide, bars multiples ou sandwicheries grecques. Le quartier reste cependant profondément mystique, populaire, festif. L'ambiance y est toujours dédiée aux plaisirs nocturnes et à toutes les formes qu'ils peuvent revêtir ou dévêtir. Le métro sort des souterrains et prend de la hauteur. Les portes s'ouvrent sur la première station aérienne de la ligne et sur une toute nouvelle ambiance. Barbès, Rochechouart. Nommée ainsi en référence aux 2 boulevards qu'elle dessert. Nous sommes toujours entre le 9e et le 18e arrondissement, mais le 10e vient de se joindre à la liste. Barbès est le quartier du commerce de détail et d'importation. Véritable symbole de mixité, Barbès, c'est la foule. Une foule brassant un nombre incalculable de pays d'origine, de langues et de spécialités. Pôle commercial très fréquenté pour ses friperies, ses épiceries exotiques ou récemment ses boutiques de téléphone mobile, c'est un quartier animé, surtout en fin de semaine. Les mercredis et samedis matins, il accueille un énorme marché sous le viaduc du métro. Grand, très bon marché, extrêmement varié, on y trouve des tissus, des bijoux, mais aussi de la viande, du poisson ou encore des épices. Les petits logements conçus pour les ouvriers au début du siècle deviendront vite insalubres pour les habitants du quartier. De nombreux incendies dégraderont les façades et les logements.
En 1983, la mairie entamera un programme de réhabilitation. Depuis, tous les résidents ont été relogés dans des immeubles sûrs. Et les commerces ont vu leur surface de vente agrandie. Dans ce lieu plus qu'animé, le métro est le moyen de transport le plus utilisé. Les rames sont souvent pleines à craquer et la station suscite le même engouement. Attendre la prochaine rame à l'air libre est assez plaisant. Je profite de la vue sur la foule grouillante qui anime les boulevards situés sous les voies. Collé à la fenêtre pendant le trajet qui m'amène à Jaurès, je contemple la vie des Parisiens. Nous sommes en hauteur, juste ce qu'il faut pour avoir vue sur les immeubles de part et d'autre du viaduc. Jaurès est une très belle station, avec sa décoration unique faite de parois vitrées ornées de drapeaux français représentant des révolutionnaires entourant l'ancienne prison de la Bastille. Quartier révolutionnaire et de lutte des classes, Jaurès porte bien son nom. Très populaire, il se boboise depuis quelque temps et l'étiquette de quartier chaud disparaît petit à petit au profit des lofts aménagés dans des anciens entrepôts et ateliers ouvriers. Bien sûr, le quartier garde son identité. Les rues sont petites, les immeubles ne sont pas haussmanniens comme sur l'avenue Foch. L'ambiance est franchement populaire. C'est un quartier à la fois animé et résidentiel. De nombreux couples élèvent leurs jeunes enfants ici, car il n'y a pas si longtemps, les loyers étaient plus abordables. Mais avec la réhabilitation engagée, c'est de moins en moins le cas. Nous sommes tout proches de la gare du Nord, et c'est pour éviter le trafic plus que chargé en sous-sol que les constructeurs ont choisi de passer en hauteur. Deux viaducs nous permettent notamment de traverser le canal Saint-Martin et le bassin de la Villette. La place où se trouve le métro est très agréable. Les travaux récents ont rendu très accessibles les bords du canal, et les promeneurs y sont nombreux à toute heure du jour et de la nuit. Une promenade en bois accueille les petits ou grands groupes d'amis qui viennent y prendre l'apéro ou jouer à la pétanque. C'est aussi un lieu de fête grâce à ses bars et à ses petites salles de concert. L'été, les clients envahissent le bord du canal. C'est un lieu à l'image du quartier. Un détour y est incontournable pour sentir l'âme du 10e. Avant le terminus, je fais un dernier stop pour une promenade dans le célèbre cimetière du Père-Lachaise. C'est le plus grand cimetière de la capitale, mais aussi un des plus grands espaces verts. Avec l'augmentation de la population parisienne, il devient rapidement indispensable de créer de nouveaux cimetières. Cet espace vert est alors choisi et il ouvre ses portes comme cimetière en 1804. Au début, il y a très peu de concessions. Les inhumations sont quasiment toutes faites en fosse commune. Les quelques concessions sont disposées le long des allées tortueuses du parc dessiné par Brongniart. Ces dernières étant très chères, les pierres tombales, en contrepartie, sont très simples. Les Parisiens n'aiment pas le Père-Lachaise. Peu d'entre eux choisissent de s'y faire enterrer. Les responsables décident alors de faire venir les sépultures des célèbres Molière et La Fontaine.
Dès lors, le cimetière change de visage. On vient le visiter et les Parisiens prennent l'habitude de venir s'y promener. Le parc se remplit. Des simples concessions du début, on passe aux grandioses et magnifiques monuments. Aujourd'hui, le Père-Lachaise s'étend sur 44 hectares. Au fil du temps, sa réputation a grandi et plus de 2 millions de visiteurs se pressent chaque année dans cette véritable exposition à ciel ouvert de l'art funéraire. Ils y recherchent le calme d'une promenade et la curiosité de découvrir les sépultures des gens connus. C'est un des endroits les plus visités de Paris. Après la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame. Lieu unique, on ne connaît pas d'équivalent dans le monde. Enfin, je prends le métro pour la dernière fois. La rame ralentit. Terminus. Tout le monde descend. Nous voici arrivés à la fin de notre visite. À l'est de Paris, non loin du bois de Vincennes, en miroir de la porte Dauphine et du bois de Boulogne. La station porte le même nom que la place qu'elle dessert, elle-même nommée ainsi en hommage à la fête nationale depuis 1880. Les colonnes et pavillons toujours visibles aujourd'hui sont des restes de la barrière du trône qui faisait partie de l'enceinte des fermiers généraux, mur de 24 km qui encerclait justement Paris sur le tracé actuel de la ligne 2, Nation et Étoile étant les entrées royales de la ville. Les barrières contrôlaient toutes les marchandises qui entraient dans la ville. L'architecte Claude-Nicolas Ledoux avait imaginé un ensemble représentant la liberté du commerce et de la fortune publique. En 1880, un ensemble en bronze, le triomphe de la République, vient s'ajouter à la place. Réalisé par les frères Maurice, le monument représente la République sur un char, symbolisant le suffrage universel, tiré par 2 lions guidés par le génie de la liberté. Elle est encadrée par 2 figures du travail et de la justice. Un enfant soulève difficilement un gros livre, symbole de l'importance de l'instruction et du travail intellectuel. La paix, située à l'arrière du convoi, distribue les fruits de l'abondance. Le groupe est placé dans la direction de la place de la Bastille, ce qui donnera naissance à un axe républicain, souvent emprunté lors des manifestations. Anciennement place de la Guillotine, la place de la Nation est aujourd'hui un lieu rempli de terrasses de café. Tous les horizons se mélangent dans une ambiance décontractée et aisée. Du chic 16e à la révolutionnaire place de la Nation, en passant par les quartiers populaires du nord de Paris, la ligne 2 nous permet de découvrir des facettes bien différentes de la capitale. 25 arrêts, 25 ambiances. La rame se remplit et se vide d'utilisateurs de tous milieux sur le tracé mythique des fermiers généraux, de monuments en quartiers plus emblématiques les uns que les autres. C'est la magie du métro et de cette ville.
Les arrêts se suivent et se ressemblent, mais à la surface, on change d'ambiance, d'habitants, de bruit, d'odeur, de façade, de commerce, d'habitude, tout en restant parisien.